Le Code de procédure pénale distingue deux modes d'enquête, l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire, qui obéissent aux mêmes fins, la découverte d'une infraction et l'identification de son auteur, mais connaissent des régimes différents. Nous les étudierons successivement. Voyons ce qu'il en est de l'enquête de flagrance. Elle concerne les infractions d'une certaine gravité, les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre. Elle est coercitive, ce qui constitue une distinction essentielle avec l'enquête préliminaire, plus consensuelle, fondée sur l'urgence et plus particulièrement sur la nécessité d'empêcher la disparition des preuves. Nous allons voir quelles sont les situations de flagrance, la durée de celle-ci, enfin les actes susceptibles d'être effectués par les enquêteurs dans ce cadre précis. Quelles sont les situations de flagrance ? Le Code de procédure pénale distingue des situations principales et celles assimilées à la flagrance. Voyons d'abord les situations principales. 4 principaux cas de flagrance sont énumérés par le Code de procédure pénale. L'infraction, crime ou délit, qui se commet actuellement. L'infraction doit être perçue par l'officier de police judiciaire, qui peut la constater soit directement, soit par la perception d'indices objectifs qui laissent penser qu'une infraction se commet actuellement, l'attitude d'une personne par exemple. La jurisprudence considère que ne constituent pas des indices suffisants à caractériser la flagrance, la circulation en tous sens de jeunes gens non identifiés dans un endroit fréquenté, ou encore l'indication sans autre précision du nombre ou de la durée des visites à l'étage de l'appartement de la personne soupçonnée. L'infraction qui vient de se commettre. La question du délai écoulé entre la commission de l'infraction et sa découverte par l'officier de police judiciaire est réglée horlogèrement par la jurisprudence. Ainsi, l'écoulement d'un délai de 28 heures laisse perdurer l'état de flagrance, mais pas celui d'un délai de 6 jours. La personne soupçonnée est désignée par la clameur publique dans un temps très voisin de l'action. La découverte, dans un temps voisin de l'action, d'une personne trouvée en possession d'objets ou d'indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Par exemple, le constat d'une forte odeur de résine de cannabis dans une voiture lors d'un contrôle routier. 4 situations sont par ailleurs assimilées à la flagrance et sont donc soumises au même régime. La découverte d'un cadavre lorsque la cause de son décès est inconnue ou suspecte. La découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause des blessures est inconnue ou suspecte. La disparition d'un mineur, d'un majeur protégé, ou la disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect au regard des circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé. Enfin, la recherche ou la découverte des personnes en fuite. Voyons maintenant quelle est la durée de l'enquête de flagrance. Celle-ci ne peut excéder 8 jours sans discontinuité. Toutefois, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête pour une nouvelle durée maximale de 8 jours lorsque certains actes sont nécessaires et ne peuvent être différés dès lors qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit réprimé d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au moins. Quels sont les actes réalisables lors de l'enquête de flagrance? Il faut opérer une distinction selon la qualité de l'auteur de l'acte. Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire n'ont pas les mêmes prérogatives. Nous allons donc distinguer les actes exécutés indifféremment par les uns et les autres de ceux relevant de la seule compétence de l'officier de police judiciaire. S'agissant des actes exécutés indifféremment par les OPJ et les agents de police judiciaire, il s'agit des contrôles d'identité, des arrestations d'auteurs de crimes ou de délits flagrants, étant observé que tout particulier a également compétence pour procéder à l'arrestation de ces auteurs, de l'information des victimes sur leurs droits, des auditions qui peuvent concerner les témoins et les suspects, des prélèvements externes et des relevés signalétiques. S'agissant des actes exécutés par les seuls officiers de police judiciaire, il s'agit de l'information immédiate du procureur de la République, du transport sur les lieux, de la mise en œuvre de constatations utiles, de la prise de mesures tendant à la conservation de tout ce qui est susceptible de disparaître et qui pourrait servir à la manifestation de la vérité, des perquisitions et des saisies. La perquisition se définit par la recherche de preuves dans un domicile ou un lieu clos. Ces opérations doivent être réalisées en présence de la personne au domicile de laquelle elles ont lieu, ou en cas d'impossibilité de celle qu'elle a désignée, ou à défaut de 2 témoins choisis par l'officier de police judiciaire. Les horaires des perquisitions sont fixés par la loi. Elles doivent intervenir entre 6 h et 21 h, mais peuvent se poursuivre la nuit lorsqu'elles ont débuté avant 21 h. La délivrance de réquisitions
Il s'agit d'écrits versés en procédure par lesquels l'officier de police judiciaire recourt à une personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. La géolocalisation. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé en 2013 les conditions dans lesquelles la géolocalisation pouvait être utilisée. Au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a considéré que cette technique constituait une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessitait qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge. Elle a alors estimé que la géolocalisation ne pouvait être envisagée que si elle était placée sous le contrôle d'un juge et non pas sous celui du seul procureur de la République. Le législateur a intégré cette exigence dans la loi en 2014 en intégrant un nouveau chapitre dédié à la géolocalisation accomplie en temps réel sans le consentement de la personne concernée. Le recours à cette mesure est désormais autorisé dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance, le procureur étant compétent pour l'ordonner pour une durée de 15 jours au plus, avant de devoir saisir un juge des libertés de la détention pour solliciter une prolongation de la mesure pour les crimes et les délits d'une particulière gravité.